Bien, donc nous allons commencer cette séance d'information. Alors, mon nom est Sophie Gallet, je suis coordonnatrice d'opération à Sentinelle-Nord. Alors, je vous remercie d'être présent. Puis, je vais commencer par un petit rappel des règles de fonctionnement pour cette séance d'information. Donc, nous allons avoir une courte présentation, une vingtaine de minutes, puis on va garder 10 minutes pour une période d'échange et de questions avec vous si vous en avez à la fin de la présentation. Donc, au fur et à mesure de la présentation, vous pouvez utiliser le mode converser en bas de votre fenêtre pour poser vos questions, puis on y répondra. Donc, n'hésitez pas en cours de route, si vous avez aussi des petits problèmes techniques, vous ne nous entendez pas ou il y a quoi que ce soit, et, utilisez la fenêtre converser, puis on va pouvoir modérer avec cette fenêtre. Aussi, c'est ça, je vous demande de garder les micros muets, puis les caméras éteintes là, pour le déroulement de la séance. Et je vous informe que la séance est enregistrée, donc nous pourrons ensuite la rediffuser sur le site web de Sentinelle-Nord. Alors, sans plus tarder, un aperçu du déroulement. Donc, tout d'abord, pourquoi un fonds d'auteur? Pourquoi Sentinelle-Nord développe cette nouvelle initiative et pourquoi elle s'oriente autour du libre accès? Ensuite, on va justement définir ce qu'on entend par le libre accès et ses avantages, voir comment diffuser la science en libre accès, avant de rentrer plus dans le détail sur le fonds d'auteur en tant que tel Sentinelle-Nord, donc comment ça fonctionne, quels sont les critères d'admissibilité, et enfin, comme je le mentionnais, on aura du temps pour une période de questions. Alors, je ne serai pas seule pour cette présentation. Je serai accompagnée donc de Maude Laplante-Dubé, qui est parmi nous aujourd'hui. Maude est bibliothécaire aux communications savantes, donc elle travaille à la bibliothèque de l'Université Laval. Puis, on est ravis de l'avoir parmi nous, puisque la démarche de libre accès de Sentinelle-Nord a été le fruit d'une collaboration avec la bibliothèque, là, donc elle va pouvoir nous en dire plus à ce sujet. Alors, pour commencer, donc, pourquoi un fonds d'auteur? Pourquoi Sentinelle-Nord lance cette nouvelle initiative? En fait, le fonds d'auteur vise deux objectifs principaux. Le premier, dans le fond, c'est vraiment d'augmenter, d'accroître la diffusion des connaissances, des résultats de la recherche et l'accès aussi aux communications savantes. Et ensuite, le deuxième objectif, c'est vraiment d'encourager la publication scientifique des étudiants et des stagiaires postdoctoraux. Vous le savez déjà, Sentinelle-Nord déploie plusieurs initiatives là, pour soutenir la relève scientifique. Donc, on pense au programme de bourse d'excellence, au programme de formation, au programme de bourse de mobilité internationale. Donc là, c'est vraiment un nouveau volet, dans le fond, de Sentinelle-Nord pour soutenir la relève scientifique dans la voie de la science ouverte et du libre accès. Et pourquoi s'orienter vers le libre accès? Bien, l'engagement de Sentinelle-Nord, tout d'abord, s'inscrit dans la démarche institutionnelle de l'Université Laval. Donc, l'université a élaboré une politique sur le libre accès aux publications des résultats de recherche. Elle a aussi mis en place différents outils, des ressources. Donc, pour Sentinelle-Nord, c'était tout à fait normal de s'inscrire dans cette optique. Le libre accès, c'est aussi une exigence des organismes subventionnaires, là, dont Apogée Canada. Vous le savez certainement, là, dans la foulée vraiment d'un mouvement mondial d'adoption du libre accès, les organismes subventionnaires là, demandent, dans le fond, que les résultats de la recherche soient accessibles à tous. Alors, c'est le cas, par exemple, du CRSNG, du CRSH et des IRSC qui ont élaboré la politique des trois organismes sur le libre accès aux publications. C'est le cas aussi des FRQ, par exemple, ou d'autres organismes subventionnaires. Là, donc, c'est vraiment un mouvement mondial là, pour l'accès aux résultats de la recherche. Mais avant tout, pourquoi on s'oriente vers le libre accès? C'est qu'on croit aux nombreux avantages du libre accès. Alors, c'est vraiment pour nous un grand avantage de pouvoir diffuser la science en libre accès. Puis, je ne veux pas en dire beaucoup plus à ce sujet, puisque je vais laisser Maude vous entretenir là-dessus. Alors, justement, je cède la parole à Maude concernant la définition et les avantages du libre accès. OK, merci. Alors, bonjour. Ce matin, c'est ça. Moi, je vais vous parler davantage de la définition et des avantages du libre accès de façon générale. Donc, comment on peut définir le libre accès? Sophie, tu peux peut-être avancer? Oui, OK. Donc, il n'existe pas en réalité de définition unique du libre accès. On peut plus parler d'un spectre du libre accès. Donc, ça va dépendre du contexte dans lequel on est et de l'organisation aussi ou de l'intervenant avec qui on travaille cette définition-là du libre accès.
Donc, quand on parle de spectre de libre accès, c'est qu'on va avoir, tout dépendant du contexte, un libre accès plus ou moins libre. Donc, c'est sûr que le degré zéro du libre accès, ça va être d'avoir accès gratuitement là, à la littérature scientifique. Et là, vous le voyez là, sur la pyramide inversée, que bon, plus on monte et plus on est dans le libre. Donc, après la gratuité, on va avoir un accès sans inscription à la littérature scientifique, un accès immédiat, donc en libre accès gratuit à la littérature scientifique, et le degré le plus élevé, ce sera avec permission d'utilisation. Quand on parle de permission d'utilisation, c'est des permissions plus grandes que celles que le droit d'auteur nous permet normalement. Donc, et ces permissions-là sont souvent données avec des licences libres qu'on appelle on va souvent, en fait, utiliser les licences Creative Commons qui vont nous permettre d'échanger ou de réutiliser plus facilement la littérature scientifique. Donc, ici au Canada, avec les organismes subventionnaires, on est plus dans un libre accès qui se situe entre le sans inscription et le immédiat, parce que les organismes subventionnaires demandent à ce que la littérature soit en libre accès et permet un certain délai avant cet accès libre-là, qui est de 12 mois. Donc, pour les avantages, concernant des avantages du libre accès, là, Sophie a un peu effleuré la question. Donc, il y a plusieurs avantages. J'ai mis les plus importants, là, à mon point de vue, là, sur la diapo qui est affichée présentement. Donc, évidemment, ça augmente la visibilité et la possibilité d'un article d'être cité. Donc, puisque tout le monde y a accès, on n'est pas obligé d'être abonné à la revue pour avoir accès à la littérature. Évidemment, ça donne plus de possibilités, un plus grand lectorat, donc plus de possibilités d'être cité. Ça favorise aussi les échanges et les collaborations entre chercheurs, et ça, c'est un avantage, je crois, qui actuellement est très présent dans le contexte actuel de la pandémie. Si on a accès plus rapidement à la recherche, on peut collaborer, échanger plus rapidement et arriver à des solutions ou en tout cas à des résultats plus rapidement. Ça rend effectivement, là, c'est tous des avantages qui sont liés les uns aux autres, la littérature scientifique accessible à tous, parce qu'il y a une grande disparité entre disons, l'accès à la littérature scientifique, tout dépendant de l'institution dans laquelle on se situe. Les bibliothèques n'ont pas les moyens toutes de s'abonner toutes à toutes les revues savantes parce que ça coûte énormément cher. Donc, lorsqu'on est en libre accès, ben, ça atténue un peu là, ces disparités-là. Donc, ça facilite aussi l'utilisation, l'application des résultats de recherche et évidemment, au final, ça peut accélérer la recherche et les découvertes scientifiques parce qu'on y a plus rapidement accès. Donc, diffuser la science en libre accès, on en vient là, plus au vif du sujet par rapport aux organismes subventionnaires et aux exigences des politiques de libre accès qu'on a ici au Canada et au Québec. Alors, comment se conformer aux politiques de libre accès dans le contexte québécois à l'Université Laval? Les moyens que vous voyez sur la diapositive qui est affichée, ce sont les moyens qui sont reconnus par les organismes subventionnaires fédéraux et les organismes subventionnaires provinciaux. Donc, c'est les moyens qui sont reconnus par le CRSH, CRSNG et les IRSC, ainsi que les FRQ, qui ont chacun leur politique, mais qui sont très, 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 très similaires. Donc, au niveau fédéral et au niveau provincial, c'est très similaire, les politiques. Alors, ce qu'on va vous demander dans ces politiques-là, c'est que vos articles soient disponibles. En fait, les articles qui sont publiés grâce à des fonds de recherche des organismes subventionnaires, qui sont publiés dans des revues avec comité de lecture ou avec comité de lecture, soient diffusés dans un délai maximum de 12 mois en libre accès. Et cette diffusion-là, elle peut se faire avec deux versions, soit la version publiée ou la version acceptée de l'article. Et les deux moyens qui sont reconnus pour faire cette diffusion-là en libre accès, c'est soit de publier directement dans une revue qui est en libre accès, donc immédiatement ou avec un délai. Quand on publie dans ce type de revue-là, il peut y avoir des frais de traitement d'articles, ou en anglais, ce qu'on appelle des APC, des Article Processing Charge, qui sont des frais, en fait, étant donné que la revue est diffusée, n'est pas sous abonnement, elle n'a pas de revenu d'abonnement, ben on va demander à l'auteur de payer pour publier.
Et ces frais qu'on paie à des revues en libre accès sont aussi des frais qui sont admissibles dans les dépenses lorsque vous faites une demande de subvention. Ça, c'est le premier moyen pour se conformer aux politiques de libre accès. Le second moyen qui est reconnu, c'est de publier dans une revue qui est sous abonnement, donc la revue n'est pas en libre accès. Par contre, on va demander à ce moment-là qu'une version de l'article soit déposée dans une plateforme qu'on appelle un dépôt institutionnel. On va parfois parler d'auto-archivage pour ce moyen-là. Donc, on va utiliser une version de l'article qui est soit celle qui est la version acceptée, qui est la version que vous obtenez une fois qu'on a accepté après le processus de révision par les pairs de publier votre article. Donc, cette version-là, vous pouvez l'utiliser pour faire le libre accès ou la version publiée. Par contre, on va vous encourager très fortement à utiliser la version acceptée puisque c'est la version que les revues vont le plus souvent accepter que vous utilisiez pour la diffusion en libre accès dans un dépôt institutionnel. Et on va vous demander aussi de vérifier auprès des revues la politique d'auto-archivage. Donc, qu'est-ce que la revue exige en termes de diffusion en libre accès? Parce qu'une fois que vous avez publié dans la revue, vous avez peut-être cédé une partie des droits d'auteur. La revue va accepter que vous déposiez dans un dépôt institutionnel, mais selon certaines conditions. Et parmi ces conditions-là, il y a non seulement la condition qui touche à la version que vous pouvez utiliser, mais il y a aussi la condition qui touche au délai demandé avant la diffusion en libre accès. Et comme les organismes subventionnaires exigent que vous diffusiez maximum 12 mois après la publication, donc il faut vous assurer que vous pouvez le faire lorsque vous publiez dans une revue, que cette revue-là accepte que vous diffusiez votre article dans un dépôt institutionnel maximum 12 mois après la publication. Et ce moyen-là de diffusion en libre accès, c'est un moyen qui, de façon générale, est gratuit. Donc, à l'Université Laval, on a un dépôt institutionnel. Vous n'avez pas besoin de payer pour déposer dans ce dépôt institutionnel-là pour utiliser cette plateforme-là. Donc, c'est tout à fait gratuit. Deux avertissements, deux mises en garde par rapport aux moyens de conformité aux politiques. Faites attention aux revues hybrides qu'on appelle dans notre jargon à nous, disons. Les revues hybrides, c'est des revues qui ne sont pas en libre accès globalement, donc l'ensemble de la revue n'est pas en libre accès. Par contre, elle va vous offrir de payer au niveau de l'article pour que l'article que vous publiez soit en libre accès et on va vous demander des frais pour cette diffusion-là en libre accès. Et parfois, ces coûts de libre accès peuvent être quand même très élevés et la revue, en même temps, vous permettrait de déposer dans un dépôt institutionnel. Donc, par exemple, je donne l'exemple de la revue Molecular Biology and Evolution. Cette revue-là, elle demande pour le libre accès 3 255 $ par article, alors que vous pourriez tout à fait gratuitement prendre une version, la version acceptée de l'article, et le déposer dans le dépôt institutionnel de l'Université Laval. Donc, c'est une mise en garde qui, en fait, on ne veut pas encourager cette pratique-là au niveau des revues, puisque ces revues-là vont avoir des revenus de l'auteur pour la publication en libre accès. Et en même temps, étant donné que ce n'est pas des revues qui sont globalement en libre accès, ce sont des revues qui sont sous abonnement, elles vont aussi demander des frais d'abonnement à l'institution. Donc, on paye de deux côtés. Donc, c'est des revues auxquelles il faudrait faire attention. Et puis, il y a les revues prédatrices aussi. Les revues prédatrices, c'est des revues qui ont en fait, qui vont profiter du modèle où l'auteur paye pour être en libre accès, mais ne vont pas du tout rendre le service qu'on s'attend à avoir d'une revue scientifique, donc ne vont pas faire un vrai travail éditorial ou un vrai travail scientifique. Et ils vont vous demander de l'argent pour publier. Alors, c'est vraiment une pratique auquel il faut faire attention. À la fin de la présentation, vous allez avoir quelques ressources qui vont vous être suggérées là, pour vous prémunir contre ce genre de pratique-là. Alors, voilà. Et finalement, par rapport au dépôt institutionnel, on voulait donc vous parler d'un des moyens qu'on a ici à l'Université Laval pour vous permettre de vous
conformer aux politiques de libre accès, c'est le dépôt institutionnel Corpus UL. Donc, je vous rappelle, tout à l'heure, je l'ai mentionné, c'est vraiment important de toujours utiliser la version acceptée de vos articles lorsque vous déposez dans un dépôt institutionnel parce que c'est la version que les revues vont le plus souvent accepter de diffuser en libre accès. Donc, je vais vous présenter rapidement là, la plateforme. Alors, Sophie, si tu veux aller sur la plateforme de Corpus UL. Alors, la plateforme Corpus UL est accessible à l'adresse corpus.ulaval.ca. Donc, c'est très facile à retenir comme adresse. Une fois que vous êtes sur la plateforme, si vous voulez effectuer un dépôt, vous cliquez sur « Effectuer un dépôt ». Et puis, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous connecter avec votre IDUL et votre NIP. Donc, vous vous connectez à la plateforme de cette façon-là. Et puis, une fois que vous êtes connecté à la plateforme, vous allez choisir quel type de document vous voulez déposer. Donc, dans le cas, dans ce cas-ci, on va choisir article publié dans des revues avec comité de lecture, puisque c'est le type de document qui est touché par les politiques de libre accès. Et une fois que vous avez choisi le type de document, vous allez avoir accès à un formulaire que vous complétez qui est associé au type de document. Et dans le formulaire pour les articles publiés dans des revues avec comité de lecture, il y a 4 champs obligatoires seulement à compléter. Le champ auteur. Le champ auteur, vous n'avez qu'à inscrire votre nom d'auteur. Donc, votre nom, vous n'êtes pas obligé d'inscrire tous les noms d'auteurs qui sont liés à l'article. Donc, c'est un seul auteur de l'Université Laval lié à l'article. Ensuite, le titre de l'article, le nom de la revue, et la date de publication. Donc, vous complétez ces 4 champs obligatoires-là, puis vous joignez un fichier tout simplement en bas du formulaire. En cliquant sur le plus, vous allez pouvoir accéder à votre interface de bureau d'ordinateur pour pouvoir y joindre un fichier. Vous pouvez aussi déléguer le dépôt de vos articles à quelqu'un si vous souhaitez le faire. Pour ce faire, il faut aller, une fois que vous êtes connecté, dans le menu qui se situe sous votre nom en haut à droite et il y a une option qui est désigner une personne pour déposer. Donc, lorsque vous cliquez sur cette option-là, vous arrivez à un formulaire et vous pouvez déléguer quelqu'un qui va déposer en votre nom dans le corpus. Donc, c'est très, très simple d'utilisation. Et voilà, ça fait le tour là, de façon très générale de comment on peut utiliser cette plateforme-là. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Parfait. Merci, Maude. Donc, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet avec le fonds d'auteur Sentinelle-Nord, voir vraiment comment ça fonctionne et quels sont les critères. Donc, tout d'abord, on a vraiment voulu que ce soit une démarche très simple, rapide. Donc, vous avez un formulaire en ligne à remplir, un formulaire qui est très, très court à remplir, puis un document à joindre, donc la version acceptée du manuscrit ou l'article qui est publié selon le stade d'avancement de votre publication. Donc, c'est quand même un processus, comme on disait, très, très simple. Une petite note quand même, c'est que les articles qui sont au stade de la soumission ne sont pas admissibles. Si vous venez d'envoyer juste votre article, le soumettre pour publication, mais vous ne pouvez pas, à ce stade-ci, faire une demande au fonds d'auteur. Il faudra attendre que celui-ci soit accepté. À qui s'adresse le fonds Sentinelle-Nord, le fonds d'auteur Sentinelle-Nord? Il s'adresse donc aux étudiants gradués et stagiaires postdoctoraux de l'Université Laval qui participent au programme Sentinelle-Nord. Ça peut être des étudiants qui sont directement financés par Sentinelle-Nord, des boursiers, mais aussi des étudiants qui participent à des projets de recherche qui sont financés par Sentinelle-Nord. Donc, ça englobe quand même une bonne communauté d'étudiants et de stagiaires postdoctoraux. Et dans le fond, cette clientèle doit être le premier auteur d'un article scientifique. Pour faciliter aussi les démarches, on permet aussi qu'une tierce personne puisse soumettre la demande. Donc, le formulaire en ligne peut être complété par l'étudiant ou stagiaire postdoctoral lui-même ou par son directeur de recherche, un collaborateur, un professionnel de recherche, pour faciliter, encore une fois, le processus. Alors maintenant, qu'est-ce qui est admissible au fonds d'auteur? Mais il y a vraiment 2 cas de figure. Le premier, c'est que vous publiez un article dans une revue complètement en libre accès. Le deuxième cas de figure, c'est que vous publiez un article dans une revue sous abonnement, donc qui n'est pas en libre accès, et pour lequel l'article n'est pas en libre accès. Alors, je vais juste rapidement passer les critères d'admissibilité pour chacun des cas de figure.
Dans le cas d'une revue en libre accès, on demande à ce que ce soit une revue avec comité de lecture, qu'elle soit indexée dans le DOAJ. Donc, le DOAJ, c'est le Directory of Open Access Journals. C'est vraiment un répertoire qui s'assure que la revue est 100% en libre accès, donc des revues qui ne nécessitent pas d'abonnement pour accéder aux articles. Et aussi, c'est un répertoire qui s'assure de la qualité aussi des revues qui y figurent. On vous demande également de déposer votre article dans Corpus UL, d'inclure dans l'article une formule de remerciement de Sentinelle-Nord. Et concernant aussi les délais sur lesquels vous pouvez appliquer au fonds d'auteur, il faut que le manuscrit, dans le fond, ait été accepté il y a moins de 6 mois. Donc, si ça fait 1 an et demi que l'article a été accepté, là, mais malheureusement, vous ne pouvez pas se soumettre au fonds d'auteur. On vous demande un délai, dans le fond, de rétroaction de maximum 6 mois depuis l'acceptation du manuscrit. Dans le cas des revues sous abonnement, c'est à peu près le même cas de figure qui se répète. Donc, on vous demande aussi que ce soit une revue avec comité de lecture, qu'elle soit indexée, cette revue, dans une base de données fiable. Donc, ça peut être le Web of Science, Scopus, ou une autre base de données selon votre domaine. On vous demande donc de déposer le manuscrit accepté dans Corpus UL. Comme le mentionne Maud, la version acceptée, c'est celle que les éditeurs, dans le fond, autorisent majoritairement dans la diffusion en libre accès. Donc, c'est la façon de finalement mettre votre article en libre accès, ça va être de le déposer dans Corpus UL. On vous demande également d'inclure une formule de remerciement de Sentinelle-Nord dans l'article. Et le même délai s'applique, donc l'article doit être accepté depuis moins de 6 mois pour demander au fonds d'auteur de couvrir les frais de publication. Concernant justement les frais remboursables, Sentinelle-Nord peut financer jusqu'à un maximum de 2 500 $ par article pour couvrir les frais de publication. Donc, je voulais juste préciser aussi que c'est vraiment pour couvrir des frais de publication, donc sur le coût de publication. Donc, il ne s'agit pas d'une bourse pour l'étudiant pour publier. Il y a aussi une limite de financement par année par personne. Donc, vous êtes limité à 3 financements par année par demandeur pour qu'un maximum, dans le fond, d'étudiants et de stagiaires postdoctoraux puissent bénéficier de cette initiative. Concernant ce qui n'est pas admissible, ben c'est vraiment les 2 avertissements ou les 2 mises en garde que mentionnait Maud. En fait, les publications d'un article en libre accès dans une revue hybride ne sont pas admissibles. Donc, si vous choisissez de publier dans ce type de revue, c'est ça, vous ne devez pas prendre l'option du libre accès pour pouvoir appliquer au fonds d'auteur Sentinelle-Nord. Et également, les publications dans les revues trompeuses, là, les revues prédatrices, donc, comme on disait, il y aura des ressources à la fin pour vous orienter puis bien détecter ce type de revue. Pour terminer, quelques dates à retenir. D'abord, le 1er juin 2020, qui arrive très prochainement. Donc, c'est la prochaine date d'évaluation du fonds d'auteur. Donc, si vous avez déjà un article qui vient d'être publié ou qui vient d'être accepté par l'éditeur, vous pouvez soumettre une demande au fonds d'auteur Sentinelle-Nord, puis on pourra l'évaluer lors de cette date. Vous pouvez de toute façon soumettre en tout temps une demande au fonds d'auteur. Par contre, il y a 3 dates d'évaluation annuelles, donc le 1er février, le 1er juin et le 1er novembre. Donc, la prochaine date, le 1er juin, n'hésitez pas. Une autre date importante, c'est le 15 juin 2020, et c'est la date limite pour l'appel à projet majeur de la phase 2 de Sentinelle-Nord. Donc, ça se peut que les équipes de recherche soient en train de préparer, dans le fond, des propositions pour cet appel à projet. Alors, on les invite, dans le fond, à prévoir dans leur budget, avoir recours au fonds d'auteur pour couvrir les frais des publications étudiantes et des stagiaires postdoctoraux. Une autre date qui arrive très, très vite, puisque c'est après-demain, mais donc ce jeudi à 10 h, on a la chance d'avoir un atelier pratique sur la science ouverte. Donc vraiment, si vous voulez approfondir un peu la connaissance sur la science ouverte, on vous invite à participer à cet atelier pratique qui sera offert par Vincent Larivière. Vincent Larivière est professeur en sciences de l'information à l'Université de Montréal. Et durant cet atelier, il aura vraiment l'occasion de discuter des bénéfices, des tendances actuelles de la publication en libre accès, puis aussi de discuter du rôle des chercheurs et des éditeurs pour accroître la circulation des savoirs et mieux répondre aux besoins de la société. Donc, vraiment quelque chose de très intéressant. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de Sentinelle-Nord. Vous avez toutes les informations pour vous inscrire également. Alors, ça fait le tour de cette présentation du fonds d'auteur. Je ne sais pas si vous avez des questions en ce moment, que ce soit directement sur le fonds d'auteur, son fonctionnement, des questions sur Corpus, comment ça fonctionne, ou les politiques de libre accès.
Maude et moi sommes disponibles pour répondre aux questions. Je vois que pour l'instant, il n'y a pas eu de questions dans la petite fenêtre conversée. Vous pouvez le faire si vous voulez. J'en profite pendant ce temps pour vous montrer justement les références qu'on voulait vous suggérer également à la toute fin. Donc, bien évidemment, le lien vers le fonds d'auteur Sentinelle-Nord, ça contient aussi une foire aux questions. Donc, ça se peut que vous ayez des questions au fur et à mesure, dans le fond, que vous consultez le fonds d'auteur, mais vous aurez peut-être les réponses dans cette foire aux questions. Le lien vers Corpusuel, un lien donc qui vous permet d'en savoir plus sur le dépôt institutionnel. Le lien vers le DOAJ pour vérifier si vous prévoyez publier dans une revue, est-ce qu'elle est bien complètement en libre accès. Donc ensuite, on a deux liens pour vous indiquer un petit peu des ressources pour détecter les revues à éviter, les revues trompeuses ou prédatrices. Donc la blacklist de CABERS, on y a accès grâce à l'université. Et sinon, une liste aussi de vérification pour détecter ces revues. Puis enfin, il y a aussi Maude qui, il y a 2 semaines, faisait un webinaire sur la publication savante, les acteurs, les enjeux et les bonnes pratiques. Donc, c'est accessible via ce lien. Et je vous invite aussi à le consulter si vous avez des questions pour pouvoir approfondir encore une fois les pratiques concernant le libre accès. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous a des questions